20 ans après, partie 4, chapitre 12. Monsieur Porthos du Vallon de Bracieux de Pierrefonds. Grâce aux informations prises auprès d'Aramis, D'Artagnan, qui savait déjà que Porthos, de son nom de famille, s'appelait du Vallon, avait appris que, de son nom de terre, il s'appelait de Bracieux, et qu'à cause de cette terre de Bracieux, il était en procès avec l'évêque de Noyon. C'était donc dans les environs de Noyon qu'il devait aller chercher cette terre, c'est-à-dire sur la frontière de l'Île-de-France et de la Picardie. Son itinéraire fut promptement arrêté. Il irait jusqu'à Dammartin, où s'embranchent deux routes, l'une qui va à Soissons, l'autre à Compiègne. Là, il s'informerait de la terre de Bracieux et, selon la réponse, il suivrait tout droit ou prendrait à gauche. Planchet, qui n'était pas encore bien rassuré à l'endroit de son escapade, déclara qu'il suivrait D'Artagnan jusqu'au bout du monde. Prit-il tout droit ou prit-il à gauche? Seulement, il supplia son ancien maître de partir le soir, l'obscurité présentant plus de garanties. D'Artagnan lui proposa alors de prévenir sa femme pour la rassurer au moins sur son sort. Mais Planchet répondit, avec beaucoup de sagacité, qu'il était bien certain que sa femme ne mourrait point d'inquiétude de ne pas savoir où il était, tandis que, connaissant l'incontinence de langue dont elle était atteinte, lui, Planchet, mourrait d'inquiétude si elle le savait. Ces raisons parurent si bonnes à D'Artagnan qu'il n'insista pas davantage, et que, vers les 8 heures du soir, au moment où la brume commençait à s'épaissir dans les rues, il partit de l'hôtel de la Chevrette et, suivi de Planchet, sortit de la capitale par la porte Saint-Denis. À minuit, les deux voyageurs étaient à Dammartin. C'était trop tard pour prendre des renseignements. L'hôtel du Signe de la Croix était couché. D'Artagnan remit donc la chose au lendemain. Le lendemain, il fit venir l'hôte. C'était un de ces rusés Normands qui ne disent ni oui ni non et qui croient toujours qu'ils se compromettent en répondant directement à la question qu'on leur fait. Seulement, ayant cru comprendre qu'il devait suivre tout droit, D'Artagnan se remit en marche sur ce renseignement assez équivoque. À 9 heures du matin, il était à Nanteuil. Là, il s'arrêta pour déjeuner. Cette fois, l'hôte était un franc et bon Picard, qui, reconnaissant dans Planchet un compatriote, ne fit aucune difficulté pour lui donner les renseignements qu'il désirait. La terre de Bracieux était à quelques lieues de Villers-Cotterêts. D'Artagnan connaissait Villers-Cotterêts pour y avoir suivi 2 ou 3 fois la cour, car à cette époque, Villers-Cotterêts était une résidence royale. Il s'achemina donc vers cette ville et descendit à son hôtel ordinaire, c'est-à-dire au Dauphin d'Or. Là, les renseignements furent des plus satisfaisants. Il apprit que la terre de Bracieux était située à 4 lieues de cette ville, mais que ce n'était point là qu'il fallait chercher Porthos. Porthos avait eu effectivement des démêlés avec l'évêque de Noyon à propos de la terre de Pierrefonds qui limitait la sienne, et, ennuyé de tous ces démêlés judiciaires auxquels il ne comprenait rien, il avait, pour en finir, acheté Pierrefonds, de sorte qu'il avait ajouté ce nouveau nom à ses anciens noms. Il s'appelait maintenant du Vallon de Bracieux de Pierrefonds, et demeurait dans sa nouvelle propriété. À défaut d'autres illustrations, Porthos visait évidemment à celle du marquis de Carabas. Il fallait encore attendre au lendemain. Les chevaux avaient fait 10 lieues dans leur journée et étaient fatigués. On aurait pu en prendre d'autres, il est vrai, mais il y avait toute une grande forêt à traverser, et Planchet, on se le rappelle, n'aimait pas les forêts la nuit. Il y avait une chose encore que Planchet n'aimait pas, c'était de se mettre en route à jeun. Aussi, en se réveillant, D'Artagnan trouva-t-il son déjeuner tout prêt. Il n'y avait pas moyen de se plaindre d'une pareille attention. Aussi, D'Artagnan se mit-il à table. Il va sans dire que Planchet, en reprenant ses anciennes fonctions, avait repris son ancienne humilité et n'était pas plus honteux de manger les restes de D'Artagnan que ne l'étaient madame de Motteville et madame du Fargis de ceux d'Anne d'Autriche. On ne put donc partir que vers les 8 heures. Il n'y avait pas à se tromper,
il fallait suivre la route qui mène de Villers-Cotterêts à Compiègne, et en sortant du bois, prendre à droite. Il faisait une belle matinée de printemps, les oiseaux chantaient dans les grands arbres, de larges rayons de soleil passaient à travers les clairières et semblaient des rideaux de gaze dorés. En d'autres endroits, la lumière perçait à peine la voûte épaisse des feuilles, et les pieds des vieux chênes que rejoignaient précipitamment à la vue des voyageurs les écureuils agiles étaient plongés dans l'ombre. Il sortait de toute cette nature matinale un parfum d'herbe, de fleurs et de feuilles qui réjouissait le cœur. D'Artagnan, lassé de l'odeur fétide de Paris, se disait à lui-même que lorsqu'on portait 3 noms de terre embrochés les uns aux autres, on devait être bien heureux dans un pareil paradis. Puis il secouait la tête en disant « Si j'étais Porthos, et que d'Artagnan me vint faire la proposition que je vais faire à Porthos, je sais bien ce que je répondrais à d'Artagnan. » Quant à Planchet, il ne pensait à rien, il digérait. À la lisière du bois, d'Artagnan aperçut le chemin indiqué, et au bout du chemin, les tours d'un immense château féodal. « Oh oh » murmura-t-il, « il me semblait que ce château appartenait à l'ancienne branche d'Orléans. Porthos en aurait-il traité avec le duc de Longueville ?»« Ma foi, monsieur, dit Planchet, voici des terres bien tenues. Et si elles appartiennent à monsieur Porthos, je lui en ferai mon compliment. »« Peste, dit d'Artagnan, ne va pas l'appeler Porthos, ni même du Vallon. Appelle-le de Bracieux ou de Pierrefonds. Tu me ferais manquer mon ambassade. » À mesure qu'il approchait du château, qui avait d'abord attiré ses regards, d'Artagnan comprenait que ce n'était point là que pouvait habiter son ami. Les tours, quoique solides et paraissant bâties d'hier, étaient ouvertes et comme éventrées. On eût dit que quelques géants les avaient fendues à coups de hache. Arrivé à l'extrémité du chemin, d'Artagnan se trouva dominer une magnifique vallée, au fond de laquelle on voyait dormir un charmant petit lac au pied de quelques maisons éparses çà et là, et qui semblaient humbles et couvertes, les unes de tuiles et les autres de chaume. Reconnaître pour seigneur suzerain un joli château bâti vers le commencement du règne de Henri IV, que surmontaient des girouettes seigneuriales. Cette fois, d'Artagnan ne douta pas qu'il fût en vue de la demeure de Porthos. Le chemin conduisait droit à ce joli château, qui était à son aïeul le château de la Montagne, ce qu'un petit maître de la coterie de monsieur le duc d'Enghien était à un chevalier bardé de fer du temps de Charles VII. D'Artagnan mit son cheval au trot et suivit le chemin. Planchet régla le pas de son coursier sur celui de son maître. Au bout de 10 minutes, d'Artagnan se trouva à l'extrémité d'une allée régulièrement plantée de beaux peupliers, et qui aboutissait à une grille de fer dont les piques et les bandes transversales étaient dorées. Au milieu de cette avenue se tenait une espèce de seigneur habillé de vert et doré comme la grille, lequel était à cheval sur un gros roussin. À sa droite et à sa gauche étaient 2 valets galonnés sur toutes les coutures. Bon nombre de croquants assemblés lui rendaient des hommages fort respectueux. « Ah !» se dit d'Artagnan, « serait-ce là le seigneur du Vallon de Bracieux de Pierrefonds ? Eh, mon Dieu, comme il est recroquevillé depuis qu'il ne s'appelle plus Porthos !»« Ce ne peut être lui, » dit Planchet, répondant à ce que d'Artagnan s'était dit à lui-même. « Monsieur Porthos avait près de 6 pieds, et celui-là en a 5 à peine. »« Cependant, » reprit d'Artagnan, « on salue bien bas ce monsieur. » À ces mots, d'Artagnan piqua vers le roussin, l'homme considérable et les valets. À mesure qu'il approchait, il lui semblait reconnaître les traits du personnage. « Jésus Dieu, monsieur !» dit Planchet, qui, de son côté, croyait le reconnaître. « Serait-il donc possible que ce fût lui ?» À cette exclamation, l'homme à cheval se retourna lentement et d'un air fort noble, et les 2 voyageurs purent voir briller, dans tout leur éclat, les gros yeux, la trogne vermeille et le sourire si éloquent de Mousqueton. En effet, c'était Mousqueton. Mousqueton, gras à lard, croulant de bonne santé, bouffi de bien-être,
qui, reconnaissant d'Artagnan, tout au contraire de cet hypocrite de Bazin, se laissa glisser de son roussin par terre et s'approcha, chapeau bas, vers l'officier, de sorte que les hommages de l'assemblée firent un quart de conversion vers ce nouveau soleil qui éclipsait l'ancien. « Monsieur d'Artagnan, monsieur d'Artagnan !» répétait dans ses joues énormes Mousqueton, tout suant d'allégresse. « Monsieur d'Artagnan, oh, quelle joie pour monseigneur et maître du vallon de Bracieux de Pierrefonds !»« Ce bon Mousqueton, il est donc ici, ton maître ? Vous êtes sur ses domaines. Mais, comme te voilà beau, comme te voilà gras, comme te voilà fleuri, continuait d'Artagnan, infatigable à détailler les changements que la bonne fortune avait apportés chez l'ancienne affamée. « Eh oui, Dieu merci, monsieur, dit Mousqueton, je me porte assez bien. »« Mais ne dis-tu donc rien à ton ami Planchet ? » ?»« À mon ami Planchet ? Planchet, serait-ce toi par hasard ?» s'écria Mousqueton, les bras ouverts et des larmes plein les yeux. « Moi-même, dit Planchet, toujours prudent, mais je voulais savoir si tu n'étais pas devenu fier. »« Devenu fier ? Avec un ancien ami ? Jamais, Planchet. Tu n'as pas pensé cela ou tu ne connais pas Mousqueton. »« À la bonne heure, dit Planchet en descendant de son cheval et en tendant à son tour les bras à Mousqueton. Ce n'est pas comme cette canaille de Bazin qui m'a laissé 2 heures sous un hangar sans même faire semblant de me reconnaître. » Et Planchet et Mousqueton s'embrassèrent avec une effusion qui toucha fort les assistants et qui leur fit croire que Planchet était quelque seigneur déguisé, tant ils appréciaient à sa plus haute valeur la position de Mousqueton. « Et maintenant, monsieur, dit Mousqueton, lorsqu'il se fut débarrassé de l'étreinte de Planchet, qui avait inutilement essayé de joindre ses mains derrière le dos de son ami. « Et maintenant, monsieur, permettez-moi de vous quitter, car je ne veux pas que mon maître apprenne la nouvelle de votre arrivée par d'autres que par moi. Il ne me pardonnerait pas de m'être laissé devancer. »« Ce cher ami, dit d'Artagnan, évitant de donner à Porthos ni son ancien ni son nouveau nom. « Il ne m'a donc pas oublié. »« Oublié ? Lui ?» s'écria Mousqueton. « C'est-à-dire, monsieur, qu'il n'y a pas de jour que nous ne nous attendions à apprendre que vous étiez nommé maréchal, ou en place de monsieur de Gassion, ou en place de monsieur de Bassompierre. » D'Artagnan laissa errer sur ses lèvres un de ces rares sourires mélancoliques qui avaient survécu dans le plus profond de son cœur au désenchantement de ses jeunes années. « Et vous, Manant, continua Mousqueton, demeurez près de monsieur le comte d'Artagnan et faites-lui honneur de votre mieux, tandis que je vais prévenir monseigneur de son arrivée. » Et remontant, aidé de 2 âmes charitables, sur son robuste cheval, tandis que Planchet, plus ingambe, remontait tout seul sur le sien, Mousqueton prit sur le gazon de l'avenue un petit galop qui témoignait encore plus en faveur des reins que des jambes du quadrupède. « Ah, ça ! Mais voilà qui s'annonce bien, dit d'Artagnan. Pas de mystère, pas de manteau, pas de politique par ici. On rit à gorge déployée, on pleure de joie. Je ne vois que des visages larges d'une aune. En vérité, il me semble que la nature elle-même est en fête, que les arbres, au lieu de feuilles et de fleurs, sont couverts de petits rubans verts et roses. Et moi, dit Planchet, il me semble que je sens d'ici la plus délectable odeur de rôti, que je vois des marmitons se ranger en haie pour nous voir passer. Ah, monsieur, quel cuisinier doit avoir monsieur de Pierrefonds, lui qui aimait déjà tant et si bien manger, quand il ne s'appelait encore que monsieur Porthos. »« Halte là, dit d'Artagnan, tu me fais peur. Si la réalité répond aux apparences, je suis perdu. Un homme si heureux ne sortira jamais de son bonheur, et je vais échouer près de lui comme j'ai échoué près d'Aramis. » Chapitre 13. Comment d'Artagnan s'aperçut, en retrouvant Porthos, que la fortune ne fait pas le bonheur. D'Artagnan franchit la grille et se trouva en face du château. Il mettait pied à terre quand une sorte de géant apparut sur le perron. Rendons cette justice à d'Artagnan, qu'à part tout sentiment d'égoïsme, le cœur lui battit avec joie à l'aspect de cette haute taille et de cette figure martiale qui lui rappelait un homme brave et bon. Il courut à Porthos et se précipita dans ses bras. Toute la Valetaille, rangée en cercle à distance respectueuse,
regardait avec une humble curiosité. Mousqueton, au premier rang, s'essuya les yeux. Le pauvre garçon n'avait pas cessé de pleurer de joie depuis qu'il avait reconnu d'Artagnan et Planchet. Porthos prit son ami par le bras. « Ah, quelle joie de vous revoir, cher d'Artagnan !» s'écria-t-il, d'une voix qui avait tourné du baryton à la basse. « Vous ne m'avez donc pas oublié, vous ?»« Vous oubliez ? Ah, cher du Vallon, oublie-t-on les plus beaux jours de sa jeunesse et ses amis dévoués, et les périls affrontés ensemble ? Mais, c'est-à-dire qu'en vous revoyant, il n'y a pas un instant de notre ancienne amitié qui ne se présente à ma pensée. »« Oui, oui, » dit Porthos, en essayant de redonner à sa moustache ce pli coquet qu'elle avait perdu dans la solitude. « Oui, nous en avons fait de belles dans notre temps, et nous avons donné du fil à retordre à ce pauvre cardinal. » Et il poussa un soupir. D'Artagnan le regarda. « En tout cas, » continua Porthos d'un ton languissant, « soyez le bienvenu, cher ami. Vous m'aiderez à retrouver ma joie. Nous courrons demain le lièvre dans ma plaine, qui est superbe, ou le chevreuil dans mes bois, qui sont fort beaux. J'ai 4 lévriers qui passent pour les plus légers de la province, et une meute qui n'a point sa pareille, à 20 lieues à la ronde. » Et Porthos poussa un second soupir. « Oh oh !» se dit d'Artagnan, tout bas, « mon gaillard serait-il moins heureux qu'il n'en a l'air ?» Puis tout haut. « Mais avant tout, dit-il, vous me présenterez à madame du Vallon, car je me rappelle certaines lettres d'obligeante invitation que vous avez bien voulu m'écrire, et au bas de laquelle elle avait bien voulu ajouter quelques lignes. » Troisième soupir de Porthos. « J'ai perdu madame du Vallon il y a 2 ans, dit-il, et vous m'envoyez encore tout affligé. C'est pour cela que j'ai quitté mon château du Vallon près de Corbeil, pour venir habiter ma terre de Bracieux. Changement qui m'a amené à acheter celle-ci. Pauvre madame du Vallon, continua Porthos en faisant une grimace de regret. Ce n'était pas une femme d'un caractère fort égal, mais elle avait fini cependant par s'accoutumer à mes façons et par accepter mes petites volontés. Ainsi, vous êtes riche et libre, dit d'Artagnan. Hélas, dit Porthos, je suis veuf et j'ai 40 000 livres de rente. Allons déjeuner, voulez-vous ? Je le veux fort, dit d'Artagnan. L'air du matin m'a mis en appétit. Oui, dit Porthos, mon air est excellent. Ils entrèrent dans le château. Ce n'était que dorure du haut en bas. Les corniches étaient dorées, les moulures étaient dorées, les bois de fauteuils étaient dorés. Une table toute servie attendait. Vous voyez, dit Porthos, c'est mon ordinaire. Peste, dit d'Artagnan, je vous en fais mon compliment. Le roi n'en a pas un pareil. Oui, dit Porthos, j'ai entendu dire qu'il était fort mal nourri par monsieur de Mazarin. Goûtez cette côtelette, mon cher d'Artagnan, c'est de mes moutons. Vous avez des moutons fort tendres, dit d'Artagnan, et je vous en félicite. Oui, on les nourrit dans mes prairies qui sont excellentes. Donnez-moi encore. Non, prenez plutôt de ce lièvre que j'ai tué hier dans une de mes garennes. Peste, quel goût, dit d'Artagnan. Ah, ça! Vous ne les nourrissez donc que de serpolet, vos lièvres? Et que pensez-vous de mon vin, dit Porthos. Il est agréable, n'est-ce pas? Il est charmant. C'est cependant du vin du pays. Vraiment? Oui, un petit versant au midi, là-bas, sur ma montagne. Il fournit 20 muides. Mais c'est une véritable vendange, cela. Porthos soupira pour la 5e fois. D'Artagnan avait compté les soupirs de Porthos. Ah, ça! Mais, dit-il, curieux d'approfondir le problème, on dirait, mon cher ami, que quelque chose vous chagrine. Seriez-vous souffrant, par hasard? Est-ce que cette santé... Excellente, mon cher. Meilleure que jamais. Je tuerais un bœuf d'un coup de poing. Alors, des chagrins de famille? De famille? Par bonheur, que je n'ai que moi au monde. Mais alors, qu'est-ce donc qui vous fait soupirer? Mon cher, dit Porthos, je serai franc avec vous. Je ne suis pas heureux. Vous? Pas heureux, Porthos? Vous qui avez un château, des prairies, des montagnes, des bois, vous qui avez 40 000 livres de rente, enfin,
Vous n'êtes pas heureux? Mon cher, j'ai tout cela, c'est vrai, mais je suis seul au milieu de tout cela. Ah, je comprends. Vous êtes entouré de croquants que vous ne pouvez pas voir sans déroger. Porthos pâlit légèrement et vida un énorme verre de son petit vin du versant. Non pas, dit-il, au contraire. Imaginez-vous que ce sont des hobereaux qui ont tous un titre quelconque et prétendent remonter à Pharamond, à Charlemagne, ou tout au moins à Hugues Capet. Dans le commencement, j'étais le dernier venu. Par conséquent, j'ai dû faire les avances. Je les ai faites. Mais vous le savez, mon cher, Madame du Vallon. Porthos, en disant ces mots, parut avaler avec peine sa salive. Madame du Vallon, reprit-il, était de noblesse douteuse. Elle avait, en premières noces, je crois, d'Artagnan, ne vous apprendre rien de nouveau, épousé un procureur. Ils trouvèrent cela nauséabond. Ils ont dit nauséabond. Vous comprenez, c'était un mot à faire tuer 30 000 hommes. J'en ai tué 2. Cela a fait taire les autres, mais ne m'a pas rendu leur ami. De sorte que je n'ai plus de société, que je vis seul, que je m'ennuie, que je me ronge. D'Artagnan sourit. Il voyait le défaut de la cuirasse, et il apprêtait le coup. Mais enfin, dit-il, vous êtes par vous-même, et votre femme ne peut vous défaire. Oui, mais vous comprenez, n'étant pas de noblesse historique comme les Coucy, qui se contentaient d'être sires, et les Rohan, qui ne voulaient pas être ducs, tous ces gens-là, qui sont tous ou vicomtes ou comtes, ont le pas sur moi, à l'église, dans les cérémonies, partout, et je n'ai rien à dire. Ah, si j'étais seulement... Baron, n'est-ce pas? Dit d'Artagnan, achevant la phrase de son ami. Ah, s'écria Porthos dont les traits s'épanouirent. Ah, si j'étais baron. Bon, pensa d'Artagnan, je réussirai ici. Puis tout haut. Eh bien, cher ami, c'est ce titre que vous souhaitez que je viens vous apporter aujourd'hui. Porthos fit un bond qui ébranla toute la salle. 2 ou 3 bouteilles en perdirent l'équilibre et roulèrent à terre, où elles furent brisées. Mousqueton accourut au bruit, et l'on aperçut, à la perspective, Planchet, la bouche pleine et la serviette à la main. « Monseigneur m'appelle » demanda Mousqueton. Porthos fit signe de la main à Mousqueton de ramasser les éclats de bouteilles. « Je vois avec plaisir, dit d'Artagnan, que vous avez toujours ce brave garçon. »« Il est mon intendant, » dit Porthos, puis, haussant la voix. « Il a fait ses affaires, le drôle, on voit cela. Mais, continua-t-il plus bas, il m'est attaché et ne me quitterait pour rien au monde. »« Et il l'appelle monseigneur, » pensa d'Artagnan. « Sortez, Mouston, » dit Porthos. « Vous dites Mouston ? Ah oui, par abréviation. » Mousqueton était trop long à prononcer. « Oui, » dit Porthos. « Et puis cela sentait son maréchal des logis d'une lieue. Mais nous parlions affaires quand ce drôle est entré. »« Oui, » dit d'Artagnan. « Cependant, remettons la conversation à plus tard. Vos gens pourraient soupçonner quelque chose. Il y a peut-être des espions dans le pays. Vous devinez, Porthos, qu'il s'agit de choses sérieuses. »« Peste, » dit Porthos. « Eh bien, pour faire la digestion, promenons-nous dans mon parc. »« Volontiers. » Et comme tous deux avaient suffisamment déjeuné, ils commencèrent à faire le tour d'un jardin magnifique. Des allées de marronniers et de tilleuls enfermaient un espace de 30 arpents au moins. Au bout de chaque quinconce, bien fourré de taillis et d'arbustes, on voyait courir des lapins disparaissant dans les glandets et se jouant dans les hautes herbes. « Ma foi, » dit d'Artagnan, « le parc correspond à tout le reste. Et s'il y a autant de poissons dans votre étang que de lapins dans vos garennes, vous êtes un homme heureux, mon cher Porthos, pour peu que vous ayez conservé le goût de la chasse et acquis celui de la pêche. »« Mon ami, » dit Porthos, « je laisse la pêche à Mousqueton. C'est un plaisir de roturier, mais je chasse quelquefois. C'est-à-dire que quand je m'ennuie, je m'assieds sur un de ces bancs de marbre, je me fais apporter mon fusil, je me fais amener Gredinet, mon chien favori, et je tire des lapins. »« Mais c'est fort divertissant, » dit d'Artagnan. « Oui,
répondit Porthos avec un soupir. C'est fort divertissant. D'Artagnan ne les comptait plus. Puis, ajouta Porthos, Gredinet va les chercher et les porte lui-même au cuisinier. Il est dressé à cela. Ah, la charmante petite bête, dit d'Artagnan. Mais, reprit Porthos, laissons-la Gredinet, que je vous donnerai si vous en avez envie, car je commence à m'en lasser. Et revenons à notre affaire. Volontiers, dit d'Artagnan. Seulement, je vous préviens, cher ami, pour que vous ne disiez pas que je vous ai pris en traître, qu'il faudra bien changer d'existence. Comment cela? Reprendre le harnais, ceindre l'épée, courir les aventures, laisser, comme dans le temps passé, un peu de sa chair par les chemins. Vous savez, la manière d'autrefois, enfin. Ah, diable, fit Porthos. Oui, je comprends. Vous vous êtes gâté, cher ami, vous avez pris du ventre, et le poignet n'a plus cette élasticité dont les gardes de monsieur le cardinal ont eu tant de preuves. Ah, le poignet est encore bon, je vous le jure, dit Porthos, en étendant une main pareille à une épaule de mouton. Tant mieux. C'est donc la guerre qu'il faut que nous fassions? Eh, mon Dieu, oui. Et contre qui? Avez-vous suivi la politique, mon ami? Moi, pas le moins du monde. Alors, êtes-vous pour le Mazarin ou pour les princes? Moi, je ne suis pour personne. C'est-à-dire que vous êtes pour nous. Tant mieux, Porthos, c'est la bonne position pour faire ses affaires. Eh bien, mon cher, je vous dirai que je viens de la part du cardinal. Ce mot fit son effet sur Porthos, comme si on eût encore été en 1640 et qu'il se fût agi du vrai cardinal. « Oh oh, dit-il, que me veut son éminence ? Son éminence veut vous avoir à son service. »« Et qui lui a parlé de moi ? » ?»« Rochefort, vous rappelez-vous ? » ?»« Oui, pardieu, celui qui nous a donné tant d'ennuis dans le temps et qui nous a fait tant courir par les chemins, le même à qui vous avez fourni successivement 3 coups d'épée, qu'il n'a pas volé, au reste. »« Mais vous savez qu'il est devenu notre ami, » dit d'Artagnan. « Non, je ne le savais pas. »« Ah, il n'y a pas de rancune. »« Vous vous trompez, Porthos, » dit d'Artagnan à son tour. « C'est moi qui n'en ai pas. » Porthos ne comprit pas très bien, mais, on se le rappelle, la compréhension n'était pas son fort. « Vous dites donc, continua-t-il, que c'est le comte de Rochefort qui a parlé de moi au cardinal ? Oui, et puis la reine. Comment, la reine ? Pour nous inspirer confiance, elle lui a même remis le fameux diamant, vous savez, que j'avais vendu à monsieur des Essarts, et qui, je ne sais comment, est rentré en sa possession. Mais il me semble, dit Porthos avec son gros bon sens, qu'elle eût mieux fait de le remettre à vous. C'est aussi mon avis, dit d'Artagnan. Mais que voulez-vous ? Les rois et les reines ont quelquefois de singuliers caprices. Au bout du compte, comme ce sont eux qui tiennent les richesses et les honneurs, qui distribuent l'argent et les titres, on leur est dévoué. Oui, on leur est dévoué, dit Porthos. Alors vous êtes donc dévoué dans ce moment-ci ? Au roi, à la reine et au cardinal. Et j'ai de plus répondu de votre dévouement. Et vous dites que vous avez fait certaines conditions pour moi ? Magnifique, mon cher, magnifique. D'abord, vous avez de l'argent, n'est-ce pas ? 40 000 livres de rente, vous me l'avez dit. Porthos entra en défiance. « Eh, mon ami, lui dit-il, on n'a jamais trop d'argent. Madame du Vallon a laissé une succession embrouillée. Je ne suis pas grand clerc, moi, en sorte que je vis un peu au jour le jour. » Il a peur que je ne sois venu pour lui emprunter de l'argent, pensa d'Artagnan. « Ah, mon ami, dit-il tout haut, tant mieux si vous êtes gêné. »« Comment, tant mieux, dit Porthos. Oui, car son éminence donnera tout ce que l'on voudra, terre, argent et titres. »« Ah 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 !» fit Porthos, écarquillant les yeux à ce dernier mot. « Sous l'autre cardinal, continua d'Artagnan, nous n'avons pas su profiter de la fortune. C'était le cas pourtant. Je ne dis pas cela pour vous qui avez vos 40 000 livres de rente et qui me paraissez l'homme le plus heureux de la terre. » Porthos soupira. « Toutefois, continua d'Artagnan, malgré vos 40 000 livres de rente, et peut-être même à cause de vos 40 000 livres de rente, il me semble qu'une petite couronne ferait bien sur votre carrosse. »« Eh eh !»« Mais oui, dit Porthos. »« Eh bien, mon cher, gagnez-la. Elle est au bout de votre épée. »
Nous ne nous nuirons pas. Votre but à vous, c'est un titre. Mon but à moi, c'est de l'argent. Que j'en gagne assez pour faire reconstruire Artagnan, que mes ancêtres appauvris par les croisades ont laissé tomber en ruine depuis ce temps, et pour acheter une 30aine d'arpents de terre autour. C'est tout ce qu'il faut. Je m'y retire et j'y meurs tranquille. Et moi, dit Porthos, je veux être baron. Vous le serez. Et n'avez-vous donc point pensé aussi à nos autres amis? Demanda Porthos. Si fait, j'ai vu Aramis. Et que désire-t-il, lui? D'être évêque? Aramis, dit d'Artagnan, qui ne voulait pas désenchanter Porthos. Aramis, imaginez-vous, mon cher, qu'il est devenu moine et jésuite, qu'il vit comme un ours, il renonce à tout et ne pense qu'à son salut. Mes offres n'ont pu le décider. Tant pis, dit Porthos. Il avait de l'esprit. Et Athos? Je ne l'ai pas encore vu, mais j'irai le voir en vous quittant. Savez-vous où je le trouverai, lui? Près de Blois, dans une petite terre qu'il a héritée. Je ne sais de quels parents. Et qu'on appelle Bragelonne. Comprenez-vous, mon cher, Athos, qui était noble comme l'empereur et qui hérite d'une terre qui a titre de comté, que fera-t-il de tous ces comtés-là? Comté de la Fère, comté de Bragelonne. Avec cela, qu'il n'a pas d'enfant, dit d'Artagnan. Fit Porthos, j'ai entendu dire qu'il avait adopté un jeune homme qui lui ressemble par le visage. Athos, notre Athos, qui était vertueux comme Scipion? L'avez-vous revu? Non. Eh bien, j'irai demain lui porter de vos nouvelles. J'ai peur, entre nous, que son penchant pour le vin ne l'ait fort vieilli et dégradé. Oui, dit Porthos, c'est vrai, il buvait beaucoup. Puis c'était notre aîné de tous, dit d'Artagnan. De quelques années seulement, reprit Porthos. Son air grave le vieillissait beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, si nous avons Athos, ce sera tant mieux. Si nous ne l'avons pas, eh bien, nous nous en passerons. Nous en valons bien 12 à nous deux. Oui, dit Porthos souriant au souvenir de ses anciens exploits, mais à nous 4, nous en aurions valu 36. D'autant plus que le métier sera dur, à ce que vous dites. Dur pour des recrues, oui, mais pour nous, non. Sera-ce long? Dame, cela pourra durer 3 ou 4 ans. Se battra-t-on beaucoup? Je l'espère. Tant mieux. Au bout du compte, tant mieux, s'écria Porthos. Vous n'avez point idée, mon cher, combien les os me craquent depuis que je suis ici. Quelquefois le dimanche, en sortant de la messe, je cours à cheval dans les champs et sur les terres des voisins pour rencontrer quelques bonnes petites querelles, car je sens que j'en ai besoin. Mais rien, mon cher. Soit qu'on me respecte, soit qu'on me craigne, ce qui est bien plus probable. On me laisse fouler les luzernes avec mes chiens, passer sur le ventre à tout le monde, et je reviens, plus ennuyé, voilà tout. Au moins, dites-moi, se bat-on un peu plus facilement à Paris? Quant à cela, mon cher, c'est charmant. Plus d'édits, plus de garde du cardinal, plus de Jussac ni d'autres limiers. Mon Dieu! Voyez-vous, sous une lanterne, dans une auberge, partout. Êtes-vous frondeur? On dégaine et tout est dit. Monsieur de Guise a tué monsieur de Coligny en pleine place royale, et il n'en a rien été. Ah, voilà qui est bien, alors, dit Porthos. Et puis, avant peu, continua d'Artagnan, nous aurons des batailles rangées, du canon, des incendies, ce sera très varié. Alors, je me décide. J'ai donc votre parole? Oui, c'est dit. Je frapperai d'estoc et de taille pour Mazarin, mais il me fera baron. Eh, pardieu, dit d'Artagnan, c'est arrêté d'avance. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, je réponds de votre baronnie. Sur cette promesse, Porthos, qui n'avait jamais douté de la parole de son ami, reprit avec lui le chemin du château. Chapitre 14. Où il est démontré que, si Porthos était mécontent de son état, Mousqueton était fort satisfait du sien. Tout en revenant vers le château, et tandis que Porthos nageait dans ses rêves de baronnie, d'Artagnan réfléchissait à la misère de cette pauvre nature humaine, toujours mécontente de ce qu'elle a, toujours désireuse de ce qu'elle n'a pas.
À la place de Porthos, D'Artagnan se serait trouvé l'homme le plus heureux de la terre, et pour que Porthos fût heureux, il lui manquait, quoi, 5 lettres à mettre avant tous ses noms et une petite couronne à faire peindre sur les panneaux de sa voiture. « Je passerai donc toute ma vie, disait en lui-même D'Artagnan, à regarder à droite et à gauche sans voir jamais la figure d'un homme complètement heureux. » Il faisait cette réflexion philosophique lorsque la Providence sembla vouloir lui donner un démenti. Au moment où Porthos venait de le quitter pour donner quelques ordres à son cuisinier, il vit s'approcher de lui Mousqueton. La figure du brave garçon, moins un léger trouble qui, comme un nuage d'été, gazait sa physionomie plutôt qu'elle ne la voilait, paraissait celle d'un homme parfaitement heureux. « Voilà ce que je cherchais, » se dit D'Artagnan. « Mais, hélas, le pauvre garçon ne sait pas pourquoi je suis venu. » Mousqueton se tenait à distance. D'Artagnan s'assit sur un banc et lui fit signe de s'approcher. « Monsieur, dit Mousqueton, profitant de la permission, j'ai une grâce à vous demander. »« Parle, mon ami, dit D'Artagnan. »« C'est que je n'ose, j'ai peur que vous ne pensiez que la prospérité m'a perdu. »« Tu es donc heureux, mon ami, dit D'Artagnan. »« Aussi heureux qu'il est possible de l'être, et cependant vous pouvez me rendre plus heureux encore. »« Eh bien, parle, et si la chose dépend de moi, elle est faite. »« Oh, monsieur, elle ne dépend que de vous. »« J'attends. »« Monsieur, la grâce que j'ai à vous demander, c'est de m'appeler non plus Mousqueton, mais bien Mouston. Depuis que j'ai l'honneur d'être intendant de Monseigneur, j'ai pris ce dernier nom, qui est plus digne et sert à me faire respecter de mes inférieurs. Vous savez, monsieur, combien la subordination est nécessaire à la valetaille. » D'Artagnan sourit. Porthos allongeait ses noms, Mousqueton raccourcissait le sien. « Eh bien, monsieur, dit Mousqueton, tout tremblant. « Eh bien oui, mon cher Mouston, dit D'Artagnan, sois tranquille, je n'oublierai pas ta requête, et si cela te fait plaisir, je ne te tutoierai même plus. »« Oh » s'écria Mousqueton, rouge de joie, « si vous me faisiez un pareil honneur, monsieur, j'en serais reconnaissant toute ma vie, mais ce serait trop demandé peut-être. »« Hélas, dit en lui-même D'Artagnan, c'est bien peu en échange des tribulations inattendues que j'apporte à ce pauvre diable qui m'a si bien reçu. »« Et monsieur reste longtemps avec nous ?» dit Mousqueton, dont la figure rendue à son ancienne sérénité s'épanouissait comme une pivoine. « Je pars demain, mon ami, dit D'Artagnan. « Ah, monsieur, dit Mousqueton, c'était donc seulement pour nous donner des regrets que vous étiez venu. »« J'en ai peur, dit D'Artagnan, si bas que Mousqueton, qui se retirait en saluant, ne put l'entendre. Un remords traversait l'esprit de D'Artagnan, quoique son cœur se fût fort racorni. Il ne regrettait pas d'engager Porthos dans une route où sa vie et sa fortune allaient être compromises, car Porthos risquait volontiers tout cela pour le titre de baron qu'il désirait depuis 15 ans d'atteindre. Mais Mousqueton, qui ne désirait rien que d'être appelé Mouston, n'était-il pas bien cruel de l'arracher à la vie délicieuse de son grenier d'abondance ? Cette idée-là le préoccupait lorsque Porthos reparut. « À table, dit Porthos. »« Comment, à table, dit D'Artagnan. Quelle heure est-il donc ? » ?»« Eh, mon cher, il est 1 heure passée. »« Votre habitation est un paradis, Porthos, on y oublie le temps. Je vous suis, mais je n'ai pas faim. »« Venez, si l'on ne peut pas toujours manger, l'on peut toujours boire. C'est une des maximes de ce pauvre Athos dont j'ai reconnu la solidité depuis que je m'ennuie. » D'Artagnan, que son naturel gascon avait toujours fait sobre, ne paraissait pas aussi convaincu que son ami de la vérité de l'axiome d'Athos. Néanmoins, il fit ce qu'il put pour se tenir à la hauteur de son hôte. Cependant, tout en regardant manger Porthos et en buvant de son mieux, cette idée de Mousqueton revenait à l'esprit de D'Artagnan, et cela avec d'autant plus de force que Mousqueton, sans servir lui-même à table, ce qui eût été au-dessous de sa nouvelle position, apparaissait de temps en temps à la porte et trahissait sa reconnaissance pour D'Artagnan par l'âge et le cru des vins qu'il faisait servir. Aussi, quant au dessert, sur un signe de D'Artagnan, Porthos eut renvoyé ses laquais et que les 2 amis se trouvèrent seuls. « Porthos, dit D'Artagnan,
Qui vous accompagnera donc dans vos campagnes ? Mais, répondit naturellement Porthos, Mouston, ce me semble. Ce fut un coup pour d'Artagnan. Il vit déjà se changer en grimace de douleur le bienveillant sourire de l'intendant. Cependant, répliqua d'Artagnan, Mouston n'est plus de la première jeunesse, mon cher. De plus, il est devenu très gros, et peut-être a-t-il perdu l'habitude du service actif. Je le sais, dit Porthos, mais je me suis accoutumé à lui, et d'ailleurs, il ne voudrait pas me quitter. Il m'aime trop. Oh, aveugle, amour-propre, pensa d'Artagnan. D'ailleurs, vous-même, demanda Porthos, n'avez-vous pas toujours à votre service votre même laquais ? Ce bon, ce grave, cet intelligent, comment l'appelez-vous, donc ? Planchet. Oui, je l'ai retrouvé, mais il n'est plus laquais. Qu'est-il donc ? Eh bien, avec ses 1600 livres, vous savez, les 1600 livres qu'il a gagnés au siège de La Rochelle en portant la lettre à Lord de Winter, il a élevé une petite boutique rue des Lombards, et il est confiseur. Ah, il est confiseur rue des Lombards ? Mais comment vous sert-il ? Il a fait quelques escapades, dit d'Artagnan, et il craint d'être inquiété. Et le mousquetaire raconta à son ami comment il avait retrouvé Planchet. Eh bien, dit alors Porthos, si on vous eût dit, mon cher, qu'un jour Planchet ferait sauver Rochefort, et que vous le cacheriez pour cela, je ne l'aurais pas cru. Mais, que voulez-vous ? Les événements changent les hommes. Rien de plus vrai, dit Porthos. Mais ce qui ne change pas, ou ce qui change pour se bonifier, c'est le vin. Goûtez de celui-ci. C'est d'un cru d'Espagne qu'estimait fort notre ami Athos. C'est du Xérès. À ce moment, l'intendant vint consulter son maître sur le menu du lendemain et aussi sur la partie de chasse projetée. « Dis-moi, Mouston, dit Porthos, mes armes sont-elles en bon état ?» D'Artagnan commença à battre la mesure sur la table pour cacher son embarras. « Vos armes, monseigneur ?» demanda Mouston. « Quelles armes ?»« Eh, pardieu, mes harnais !»« Quels harnais ?»« Mes harnais de guerre ?»« Mais oui, monseigneur, je le crois, du moins. »« Tu t'en assureras demain, et tu les feras fourbir si elles en ont besoin. Quel est mon meilleur cheval de course ? » « Vulcain. »« Et de fatigue ? » Bayard. « Quel cheval aimes-tu, toi ? » « J'aime Rustaud, monseigneur. C'est une bonne bête, avec laquelle je m'entends à merveille. »« C'est vigoureux, n'est-ce pas ? Normand croisé Mecklembourg. Ça irait jour et nuit. Voilà notre affaire. Tu feras restaurer les 3 bêtes. Tu fourbiras ou tu feras fourbir mes armes. Plus des pistolets pour toi et un couteau de chasse. »« Nous voyagerons donc, monseigneur ? » dit Mousqueton d'un air inquiet. D'Artagnan, qui n'avait jusque-là fait que des accords vagues, battit une marche. « Mieux que cela, Mousqueton, » répondit Porthos. « Nous faisons une expédition, monsieur, » dit l'intendant, dont les roses commençaient à se changer en lys. « Nous rentrons au service, Mouston, » répondit Porthos en essayant toujours de faire reprendre à sa moustache ce pli martial qu'elle avait perdu. Ces paroles étaient à peine prononcées que Mousqueton fut agité d'un tremblement qui secouait ses grosses joues marbrées. Il regarda d'Artagnan d'un air indicible de tendre reproche, que l'officier ne put supporter sans se sentir attendri. Puis il chancela, et d'une voix étranglée. « Du service dans les armées du roi ?» dit-il. « Oui et non. Nous allons refaire campagne, chercher toutes sortes d'aventures, reprendre la vie d'autrefois, enfin. » Ce dernier mot tomba sur Mousqueton comme la foudre. C'était cette autrefois si terrible qui faisait le maintenant si doux. « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends ?» dit Mousqueton avec un regard plus suppliant encore que le premier à l'adresse de d'Artagnan. « Que voulez-vous, mon pauvre Mouston ?» dit d'Artagnan. « La fatalité. » Malgré la précaution qu'avait prise d'Artagnan de ne pas le tutoyer et de donner à son nom la mesure qu'il ambitionnait, Mousqueton n'en reçut pas moins le coup, et le coup fut si terrible qu'il sortit tout bouleversé en oubliant de fermer la porte. « Ce bon Mousqueton, il ne se connaît plus de joie, » dit Porthos
du ton que Don Quichotte dut mettre à encourager Sancho à sceller son grison pour une dernière campagne. Les deux amis restés seuls se mirent à parler de l'avenir et à faire 1000 châteaux en Espagne. Le bon vin de Mousqueton leur faisait voir, à D'Artagnan une perspective toute reluisante de quadruples et de pistoles, à Porthos le cordon bleu et le manteau ducal. Le fait est qu'ils dormaient sur la table lorsqu'on vint les inviter à passer dans leur lit. Cependant, dès le lendemain, Mousqueton fut un peu réconforté par D'Artagnan, qui lui annonça que, probablement, la guerre se ferait toujours au cœur de Paris et à la portée du château du Vallon, qui était près de Corbeil, de Bracieux, qui était près de Melun, et de Pierrefonds, qui était entre Compiègne et Villers-Cotterêts. « Mais il me semble qu'autrefois, dit timidement Mousqueton. « Oh, dit D'Artagnan, on ne fait pas la guerre à la manière d'autrefois. Ce sont aujourd'hui affaires diplomatiques. Demandez à Planchet. » Mousqueton alla demander ces renseignements à son ancien ami, lequel confirma en tout point ce qu'avait dit D'Artagnan. Seulement, ajouta-t-il, dans cette guerre, les prisonniers courent le risque d'être pendus. « Peste, dit Mousqueton, je crois que j'aime encore mieux le siège de La Rochelle. » Quant à Porthos, après avoir fait tuer un chevreuil à son hôte, après l'avoir conduit de ses bois à sa montagne, de sa montagne à ses étangs, après lui avoir fait voir ses lévriers, sa meute, Gredinet, tout ce qu'il possédait, enfin, et fait refaire 3 autres repas des plus somptueux, il demanda ses instructions définitives à D'Artagnan, forcé de le quitter pour continuer son chemin. « Voici, cher ami, lui dit le messager, il me faut 4 jours pour aller d'ici à Blois, 1 jour pour y rester, 3 ou 4 jours pour retourner à Paris. Partez donc dans une semaine avec vos équipages. Vous descendrez rue Tiquetonne à l'hôtel de la Chevrette et vous attendrez mon retour. »« C'est convenu, dit Porthos. »« Moi, je vais faire un tour sans espoir chez Athos, dit D'Artagnan. Mais, quoique je le croie devenu fort incapable, il faut observer les procédés avec ses amis. »« Si j'allais avec vous, dit Porthos, cela me distrairait peut-être. »« C'est possible, dit D'Artagnan, et moi aussi. Mais vous n'auriez plus le temps de faire vos préparatifs. »« C'est vrai, dit Porthos. Partez donc, et bon courage. Quant à moi, je suis plein d'ardeur. »« À merveille, dit D'Artagnan. Et ils se séparèrent sur les limites de la terre de Pierrefonds, jusqu'aux extrémités de laquelle Porthos voulut conduire son ami. « Au moins, disait D'Artagnan tout en prenant la route de Villers-Cotterêts, au moins, je ne serai pas seul. Ce diable de Porthos est encore d'une vigueur superbe. Si Athos vient, eh bien, nous serons 3 à nous moquer d'Aramis, de ce petit frocard à bonne fortune. » À Villers-Cotterêts, il écrivit au cardinal. « Monseigneur, j'en ai déjà un à offrir à votre éminence, et celui-là vaut 20 hommes. Je pars pour Blois, le comte de la Fère habitant le château de Bragelonne, aux environs de cette ville. » Et sur ce, il prit la route de Blois, tout en devisant avec Planchet, qui lui était une grande distraction pendant ce long voyage. Chapitre 15. 2 têtes d'ange. Il s'agissait d'une longue route, mais D'Artagnan ne s'en inquiétait point. Il savait que ses chevaux s'étaient rafraîchis au plantureux râtelier du seigneur de Bracieux. Il se lança donc avec confiance dans les 4 ou 5 journées de marche qu'il avait à faire, suivi du fidèle Planchet. Comme nous l'avons déjà dit, ces 2 hommes, pour combattre les ennuis de la route, cheminaient côte à côte et causaient toujours ensemble. D'Artagnan avait peu à peu dépouillé le maître, et Planchet avait quitté tout à fait la peau du laquais. C'était un profond matois qui, depuis sa bourgeoisie improvisée, avait regretté souvent les franches lippées du grand chemin, ainsi que la conversation et la compagnie brillante des gentilshommes, et qui, se sentant une certaine valeur personnelle, souffrait de se voir démonétisé par le contact perpétuel des gens à idées plates. Il s'éleva donc bientôt avec celui qu'il appelait encore son maître au rang de confident. D'Artagnan, depuis de longues années, n'avait pas ouvert son cœur. Il arriva que ces 2 hommes, en se retrouvant, s'agencèrent admirablement. D'ailleurs, Planchet n'était pas un compagnon d'aventure tout à fait vulgaire. Il était homme de bon conseil. Sans chercher le danger, il ne reculait pas au coup,
comme d'Artagnan avait eu plusieurs fois l'occasion de s'en apercevoir. Enfin, il avait été soldat, et les armes anoblissaient. Et puis, plus que tout cela, si Planchet avait besoin de lui, Planchet ne lui était pas non plus inutile. Ce fut donc presque sur le pied de deux bons amis que d'Artagnan et Planchet arrivèrent dans le Blaisois. Chemin faisant, d'Artagnan disait en secouant la tête et en revenant à cette idée qui l'obsédait sans cesse: « Je sais bien que ma démarche près d'Athos est inutile et absurde, mais je dois ce procédé à mon ancien ami, homme qui avait l'étoffe en lui du plus noble et du plus généreux de tous les hommes. »« Oh, monsieur Athos était un fier gentilhomme, » dit Planchet. « N'est-ce pas ?» reprit d'Artagnan. « Semant l'argent comme le ciel fait de la grêle, » continua Planchet, mettant l'épée à la main avec un air royal. « Vous souvient-il, monsieur, du duel avec les Anglais dans l'enclos des Carmes? Ah, que monsieur Athos était beau et magnifique ce jour-là, lorsqu'il dit à son adversaire: « Vous avez exigé que je vous dise mon nom, monsieur. Tant pis pour vous, car je vais être forcé de vous tuer. » J'étais près de lui et je l'ai entendu. Ce sont mot à mot ses propres paroles. Et ce coup d'œil, monsieur, lorsqu'il toucha son adversaire comme il avait dit, et que son adversaire tomba, sans seulement dire ouf. Ah, monsieur, je le répète, c'était un fier gentilhomme. Oui, dit d'Artagnan, tout cela est vrai comme l'Évangile, mais il aura perdu toutes ses qualités avec un seul défaut. Je m'en souviens, dit Planchet. Il aimait à boire, ou plutôt, il buvait. Mais il ne buvait pas comme les autres. Ses yeux ne disaient rien quand il portait le verre à ses lèvres. En vérité, jamais silence n'a été si parlant. Quant à moi, il me semblait que je l'entendais murmurer: « Entre, liqueur, et chasse mes chagrins. » Et comme il vous brisait le pied d'un verre, ou le cou d'une bouteille, il n'y avait que lui pour cela. « Eh bien, aujourd'hui, continua d'Artagnan, voici le triste spectacle qui nous attend. Ce noble gentilhomme à l'œil fier, ce beau cavalier si brillant sous les armes, que l'on s'étonnait toujours qu'il tînt une simple épée à la main au lieu d'un bâton de commandement, eh bien, il se sera transformé en un vieillard courbé, au nez rouge, aux yeux pleurants. Nous allons le trouver couché sur quelque gazon, d'où il nous regardera d'un œil terne, et qui peut-être ne nous reconnaîtra pas. Dieu m'est témoin, Planchet, continua d'Artagnan, que je fuirais ce triste spectacle si je ne tenais à prouver mon respect à cette ombre illustre du glorieux comte de la Fère, que nous avons tant aimé. Planchet hocha la tête et ne dit mot. On voyait facilement qu'il partageait les craintes de son maître. Et puis, reprit d'Artagnan, cette décrépitude, car Athos est vieux maintenant, la misère peut-être, car il aura négligé le peu de bien qu'il avait, et le sale Grimaud, plus muet que jamais et plus ivrogne que son maître. Tiens, Planchet, tout cela me fend le cœur. Il me semble que j'y suis, et que je le vois, là, bégayant et chancelant, dit Planchet d'un ton piteux. Ma seule crainte, je l'avoue, reprit d'Artagnan, c'est qu'Athos n'accepte mes propositions dans un moment d'ivresse guerrière. Ce serait pour Porthos et moi un grand malheur, et surtout un véritable embarras. Mais, pendant sa première orgie, nous le quitterons, voilà tout. En revenant à lui, il comprendra. En tout cas, monsieur, dit Planchet, nous ne tarderons pas à être éclairés, car je crois que ces murs si hauts, qui rougissent au soleil couchant, sont les murs de Blois. C'est probable, répondit d'Artagnan, et ces clochetons aigus et sculptés que nous entrevoyons là-bas, à gauche, dans les bois, ressemblent à ce que j'ai entendu dire de Chambord. Entrerons-nous en ville ? Demanda Planchet. Sans doute, pour nous renseigner. Monsieur, je vous conseille, si nous y entrons, de goûter à certains petits pots de crème dont j'ai fort entendu parler, mais qu'on ne peut malheureusement faire venir à Paris et qu'il faut manger sur place. Eh bien, nous en mangerons, sois tranquille, dit d'Artagnan. En ce moment, un de ces lourds chariots, attelés de bœufs, qui portent le bois coupé dans les belles forêts du pays, jusqu'au port de la Loire, déboucha par un sentier plein d'ornières sur la route que suivaient les deux cavaliers. Un homme l'accompagnait, portant une longue gaule armée d'un clou avec laquelle il aiguillonnait son lent attelage. « Hé, l'ami !» cria Planchet au bouvier. « Qu'y a-t-il pour votre service, messieurs ?
dit le paysan avec cette pureté de langage particulière aux gens de ce pays et qui ferait honte aux citadins puristes de la place de la Sorbonne et de la rue de l'Université. « Nous cherchons la maison de monsieur le comte de la Fère, dit d'Artagnan. Connaissez-vous ce nom-là parmi ceux des seigneurs des environs ? Le paysan ôta son chapeau en entendant ce nom et répondit. Messieurs, ce bois que je charrie est à lui. Je l'ai coupé dans sa futaie et je le conduis au château. D'Artagnan ne voulut pas questionner cet homme, il lui répugnait d'entendre dire par un autre peut-être ce qu'il avait dit lui-même à Planchet. Le château, se dit-il à lui-même. Le château. Ah, je comprends. Athos n'est pas endurant. Il aura forcé, comme Porthos, ses paysans à l'appeler monseigneur et à nommer château sa bicoque. Il avait la main lourde, ce cher Athos, surtout quand il avait bu. Les bœufs avançaient lentement. D'Artagnan et Planchet marchaient derrière la voiture. Cette allure les impatienta. « Le chemin est donc celui-ci » demanda d'Artagnan au bouvier. « Et nous pouvons le suivre sans crainte de nous égarer. »« Oh, mon Dieu, oui, monsieur, » dit l'homme. « Et vous pouvez le prendre au lieu de vous ennuyer à escorter des bêtes si lentes. Vous n'avez qu'une demi-lieue à faire, et vous apercevrez un château sur la droite. On ne le voit pas encore d'ici, à cause d'un rideau de peuplier qui le cache. Ce château n'est point Bragelonne, c'est la Vallière. Vous passerez outre, mais à 3 portées de mousquet plus loin, une grande maison blanche, à toit en ardoise, bâtie sur un tertre ombragé de sycomores énormes, c'est le château de monsieur le comte de la Fère. « Et cette demi-lieue est-elle longue ?» demanda d'Artagnan, car il y a lieues et lieues dans notre beau pays de France. « 10 minutes de chemin, monsieur, pour les jambes fines de votre cheval. » D'Artagnan remercia le bouvier et piqua aussitôt, puis, troublé malgré lui à l'idée de revoir cet homme singulier qu'il avait tant aimé, qui avait tant contribué par ses conseils et par son exemple à son éducation de gentilhomme, il ralentit peu à peu le pas de son cheval et continua d'avancer la tête basse comme un rêveur. Planchet aussi avait trouvé dans la rencontre et l'attitude de ce paysan matière à de graves réflexions. Jamais, ni en Normandie, ni en Franche-Comté, ni en Artois, ni en Picardie, pays qu'il avait particulièrement habité, il n'avait rencontré chez les villageois cette allure facile, cet air poli, ce langage épuré. Il était tenté de croire qu'il avait rencontré quelque gentilhomme, frondeur comme lui, qui, pour cause politique, avait été forcé, comme lui, de se déguiser. Bientôt, au détour du chemin, le château de la Vallière, comme l'avait dit le bouvier, apparut aux yeux des voyageurs. Puis, à un quart de lieue plus loin environ, la maison blanche, encadrée dans ses sycomores, se dessina sur le fond d'un massif d'arbres épais que le printemps poudrait d'une neige de fleurs. À cette vue, d'Artagnan, qui d'ordinaire s'émotionnait peu, sentit un trouble étrange pénétrer jusqu'au fond de son cœur, tant sont puissants, pendant tout le cours de la vie, ses souvenirs de jeunesse. Planchet, qui n'avait pas les mêmes motifs d'impression, interdit de voir son maître si agité, regardait alternativement d'Artagnan et la maison. Le mousquetaire fit encore quelques pas en avant et se trouva en face d'une grille travaillée avec le goût qui distingue les fontes de cette époque. On voyait par cette grille des potagers tenus avec soin, une cour assez spacieuse dans laquelle piétinaient plusieurs chevaux de main tenus par des valets en livrées différentes, et un carrosse attelé de 2 chevaux du pays. « Nous nous trompons, ou cet homme nous a trompés, » dit d'Artagnan. « Ce ne peut être là que demeure Athos. Mon Dieu, serait-il mort, et cette propriété appartiendrait-elle à quelqu'un de son nom ? Mets pied à terre, Planchet, et va t'informer. J'avoue que pour moi, je n'en ai pas le courage. » Planchet mit pied à terre. « Tu ajouteras, dit d'Artagnan, qu'un gentilhomme qui passe désire avoir l'honneur de saluer monsieur le comte de la Fère, et si tu es content des renseignements, eh bien, alors, nomme-moi. » Planchet, traînant son cheval par la bride, s'approcha de la porte, fit retentir la cloche de la grille, et aussitôt un homme de service, aux cheveux blanchis, à la taille droite malgré son âge, vint se présenter et reçut Planchet. « C'est ici que demeure monsieur le comte de la Fère ? » demanda Planchet. « Oui, monsieur, c'est ici, » répondit le serviteur à Planchet, qui ne portait pas de livrée. « Un seigneur retiré du service, n'est-ce pas ? » « C'est cela même. »
et qui avait un laquais nommé Grimaud, reprit Planchet, qui, avec sa prudence habituelle, ne croyait pas pouvoir s'entourer de trop de renseignements. « Monsieur Grimaud est absent du château pour le moment, » dit le serviteur, commençant à regarder Planchet des pieds à la tête, peu accoutumé qu'il était à de pareilles interrogations. « Alors, » s'écria Planchet radieux, « je vois bien que c'est le même comte de l'affaire que nous cherchons. Veuillez m'ouvrir alors, car je désirais annoncer à monsieur le comte que mon maître, un gentilhomme de ses amis, est là qui voudrait le saluer. »« Que ne disiez-vous cela plus tôt ?» dit le serviteur en ouvrant la grille. « Mais votre maître, où est-il ?»« Derrière moi, il me suit. » Le serviteur ouvrit la grille et précéda Planchet, lequel fit signe à d'Artagnan qui, le cœur plus palpitant que jamais, entra à cheval dans la cour. Lorsque Planchet fut sur le perron, il entendit une voix sortant d'une salle basse et qui disait « Eh bien, où est-il, ce gentilhomme, et pourquoi ne pas le conduire ici ?» Cette voix, qui parvint jusqu'à d'Artagnan, réveilla dans son cœur 1000 sentiments, 1000 souvenirs qu'il avait oubliés. Il sauta précipitamment à bas de son cheval, tandis que Planchet, le sourire sur les lèvres, s'avançait vers le maître du logis. « Mais je connais ce garçon-là, » dit Athos en apparaissant sur le seuil. « Oh oui, monsieur le comte, vous me connaissez, et moi aussi je vous connais bien. Je suis Planchet, monsieur le comte, Planchet, vous savez bien. » Mais l'honnête serviteur ne put en dire davantage, tant l'aspect inattendu du gentilhomme l'avait saisi. « Quoi, Planchet !» s'écria Athos. « Monsieur d'Artagnan serait-il donc ici ?»« Me voici, ami, me voici, cher Athos, » dit d'Artagnan en balbutiant et presque chancelant. À ces mots, une émotion visible se peignit à son tour sur le beau visage et les traits calmes d'Athos. Il fit 2 pas rapides vers d'Artagnan sans le perdre du regard et le serra tendrement dans ses bras. D'Artagnan, remis de son trouble, l'étreignit à son tour avec une cordialité qui brillait en larmes dans ses yeux. Athos le prit alors par la main, qu'il serrait dans les siennes, et le mena au salon, où plusieurs personnes étaient réunies. Tout le monde se leva. « Je vous présente, » dit Athos, « monsieur le chevalier d'Artagnan, lieutenant aux mousquetaires de sa majesté, un ami bien dévoué, et l'un des plus braves et des plus aimables gentilshommes que j'ai jamais connus. » D'Artagnan, selon l'usage, reçut les compliments des assistants, les rendit de son mieux, prit place au cercle, et, tandis que la conversation interrompue un moment redevenait générale, il se mit à examiner Athos. Chose étrange, Athos avait vieilli à peine. Ses beaux yeux, dégagés de ce cercle de bistre que dessinent l'éveil et l'orgie, semblaient plus grands et d'un fluide plus pur que jamais. Son visage un peu allongé avait gagné en majesté ce qu'il avait perdu d'agitation fébrile. Sa main, toujours admirablement belle et nerveuse malgré la souplesse des chairs, resplendissait sous une manchette de dentelle, comme certaines mains de Titien et de Van Dyck. Il était plus svelte qu'autrefois, ses épaules bien effacées et larges annonçaient une vigueur peu commune. Ses longs cheveux noirs, parsemés à peine de quelques cheveux gris, tombaient élégants sur ses épaules et ondulaient comme par un pli naturel. Sa voix était toujours fraîche, comme s'il n'eût eu que 25 ans, et ses dents magnifiques, qu'il avait conservées blanches et intactes, donnaient un charme inexprimable à son sourire. Cependant, les hôtes du comte, qui s'aperçurent, à la froideur imperceptible de l'entretien, que les 2 amis brûlaient du désir de se trouver seuls, commencèrent à préparer, avec toute cette art et cette politesse d'autrefois, leur départ, cette grave affaire des gens du grand monde, quand il y avait des gens du grand monde. Mais alors un grand bruit de chiens aboyant retentit dans la cour, et plusieurs personnes dirent en même temps « Ah, c'est Raoul qui revient !» Athos, à ce nom de Raoul, regarda d'Artagnan, et sembla épier la curiosité que ce nom devait faire naître sur son visage. Mais d'Artagnan ne comprenait encore rien, il était mal revenu de son éblouissement. Ce fut donc presque machinalement qu'il se retourna, lorsqu'un beau jeune homme de 15 ans, vêtu simplement, mais avec un goût parfait, entra dans le salon en levant gracieusement son feutre orné de longues plumes rouges. Cependant, ce nouveau personnage, tout à fait inattendu, le frappa. Tout un monde d'idées nouvelles se présenta à son esprit.
lui expliquant par toutes les sources de son intelligence le changement d'Athos, qui jusque-là lui avait paru inexplicable. Une ressemblance singulière entre le gentilhomme et l'enfant lui expliquait le mystère de cette vie régénérée. Il attendit, regardant et écoutant. « Vous voici de retour, Raoul, dit le comte. « Oui, monsieur, répondit le jeune homme avec respect, et je me suis acquitté de la commission que vous m'aviez donnée. »« Mais qu'avez-vous, Raoul ?» dit Athos avec sollicitude. « Vous êtes pâle et vous paraissez agité. »« C'est qu'il vient, monsieur, répondit le jeune homme, d'arriver un malheur à notre petite voisine. »« À mademoiselle de la Vallière ?» dit vivement Athos. « Quoi donc ?» demandèrent quelques voix. « Elle se promenait avec sa bonne Marceline dans l'enclos où les bûcherons équarrissent leurs arbres, lorsqu'en passant à cheval, je l'ai aperçue et me suis arrêté. Elle m'a aperçu à son tour, et, en voulant sauter du haut d'une pile de bois où elle était montée, le pied de la pauvre enfant est tombé à faux et elle n'a pu se relever. Elle s'est, je crois, foulé la cheville. »« Oh, mon Dieu !» dit Athos. « Et madame de Saint-Rémy, sa mère, est-elle prévenue ?»« Non, monsieur, madame de Saint-Rémy est à Blois, près de madame la duchesse d'Orléans. J'ai eu peur que les premiers secours fussent inhabilement appliqués, et j'accourais, monsieur, vous demander des conseils. Envoyez vite à Blois, Raoul, ou plutôt prenez votre cheval et courez-y vous-même. » Raoul s'inclina. « Mais où est Louise ?» continua le comte. « Je l'ai apportée jusqu'ici, monsieur, et l'ai déposée chez la femme de Charlot, qui, en attendant, lui a fait mettre le pied dans de l'eau glacée. » Après cette explication, qui avait fourni un prétexte pour se lever, les hôtes d'Athos prirent congé de lui. Le vieux duc de Barbet, seul, qui agissait familièrement en vertu d'une amitié de 20 ans avec la maison de la Vallière, alla voir la petite Louise, qui pleurait, et qui, en apercevant Raoul, essuya ses beaux yeux et sourit aussitôt. Alors, il proposa d'emmener la petite Louise à Blois dans son carrosse. « Vous avez raison, monsieur, dit Athos. Elle sera plutôt près de sa mère. Quant à vous, Raoul, je suis sûr que vous avez agi étourdiment et qu'il y a de votre faute. »« Oh, non, non, monsieur, je vous le jure !» s'écria la jeune fille, tandis que le jeune homme pâlissait à l'idée qu'il était peut-être la cause de cet accident. « Oh, monsieur, je vous assure, » murmura Raoul. « Vous n'en irez pas moins à Blois, » continua le comte avec bonté, « et vous ferez vos excuses et les miennes à madame de Saint-Rémy, puis vous reviendrez. » Les couleurs reparurent sur les joues du jeune homme. Il reprit, après avoir consulté des yeux le comte, dans ses bras déjà vigoureux, la petite fille, dont la jolie tête endolorie et souriante à la fois posait sur son épaule, et il l'installa doucement dans le carrosse. Puis, sautant sur son cheval avec l'élégance et l'agilité d'un écuyer consommé, après avoir salué Athos et d'Artagnan, il s'éloigna rapidement, accompagnant la portière du carrosse, vers l'intérieur duquel ses yeux restèrent constamment fixés. Chapitre 16. Le château de Bragelonne. D'Artagnan était resté pendant toute cette scène, le regard effaré, la bouche presque béante. Il avait si peu trouvé les choses selon ses prévisions qu'il en était resté stupide d'étonnement. Athos lui prit le bras et l'emmena dans le jardin. « Pendant qu'on nous prépare à souper, dit-il en souriant, vous ne serez point fâché, n'est-ce pas, mon ami, d'éclaircir un peu tout ce mystère qui vous fait rêver. »« Il est vrai, monsieur le comte, dit D'Artagnan, qui avait senti peu à peu Athos reprendre sur lui cette immense supériorité d'aristocrate qu'il avait toujours eue. Athos le regarda avec son doux sourire. « Et d'abord, dit-il, mon cher D'Artagnan, il n'y a point ici de monsieur le comte. Si je vous ai appelé chevalier, c'était pour vous présenter à mes hôtes, afin qu'ils sussent qui vous étiez. Mais, pour vous, D'Artagnan, je suis, je l'espère, toujours Athos, votre compagnon, votre ami. Préférez-vous le cérémonial, parce que vous m'aimez moins ? » « Oh, Dieu m'en préserve, dit le Gascon, avec un de ces loyaux élans de jeunesse qu'on retrouve si rarement dans l'âge mûr. « Alors, revenons à nos habitudes, et, pour commencer, soyons francs. Tout vous étonne ici. »« Profondément. Mais ce qui vous étonne le plus, dit Athos en souriant, c'est moi, avouez-le. Je vous l'avoue. Je suis encore jeune, n'est-ce pas, malgré mes 49 ans,
Je suis reconnaissable encore. Tout au contraire, dit D'Artagnan, tout prêt à outrer la recommandation de franchise que lui avait faite Athos. C'est que vous ne l'êtes plus du tout. Ah, je comprends, dit Athos avec une légère rougeur. Tout a une fin, D'Artagnan. La folie comme autre chose. Puis, il s'est fait un changement dans votre fortune, ce me semble. Vous êtes admirablement logé. Cette maison est à vous, je présume. Oui, c'est ce petit bien, vous savez, mon ami, dont je vous ai dit que j'avais hérité quand j'ai quitté le service. Vous avez parc, chevaux, équipage? Athos sourit. Le parc a 20 arpents, mon ami, dit-il. 20 arpents sur lesquels sont pris les potagers et les communs. Mes chevaux sont au nombre de 2. Bien entendu que je ne compte pas le courteau de mon valet. Mes équipages se réduisent à 4 chiens de bois, à 2 lévriers et un chien d'arrêt. Encore tout ce luxe de meute, ajouta Athos en souriant, n'est-il pas pour moi? Oui, je comprends, dit D'Artagnan. C'est pour le jeune homme, pour Raoul. Et D'Artagnan regarda Athos avec un sourire involontaire. Vous avez deviné, mon ami, dit Athos. Et ce jeune homme est votre commensal, votre filleul, votre parent peut-être? Ah, que vous êtes changé, mon cher Athos! Ce jeune homme, répondit Athos avec calme, ce jeune homme, D'Artagnan, est un orphelin que sa mère avait abandonné chez un pauvre curé de campagne. Je l'ai nourri, élevé, et il doit vous être bien attaché. Je crois qu'il m'aime comme si j'étais son père. Bien reconnaissant surtout. Oh. Quant à la reconnaissance, dit Athos, elle est réciproque. Je lui dois autant qu'il me doit. Et je ne le lui dis pas, à lui, mais je le dis à vous, D'Artagnan. Je suis encore son obligé. Comment cela? Dit le mousquetaire étonné. Eh, mon Dieu, oui, c'est lui qui a causé en moi le changement que vous voyez. Je me desséchais comme un pauvre arbre isolé qui ne tient en rien sur la terre. Il n'y avait qu'une affection profonde qui pût me faire reprendre racine dans la vie. Une maîtresse, j'étais trop vieux. Des amis, je ne vous avais plus là. Eh bien, cet enfant m'a fait retrouver tout ce que j'avais perdu. Je n'avais plus le courage de vivre pour moi, j'ai vécu pour lui. Les leçons sont beaucoup pour un enfant. L'exemple vaut mieux. Je lui ai donné l'exemple, D'Artagnan. Les vices que j'avais, je m'en suis corrigé. Les vertus que je n'avais pas, j'ai feint de les avoir. Aussi, je ne crois pas m'abuser, D'Artagnan, mais Raoul est destiné à être un gentilhomme aussi complet qu'il l'est donné à notre âge appauvri d'en fournir encore. D'Artagnan regardait Athos avec une admiration croissante. Il se promenait sous une allée fraîche et ombreuse, à travers laquelle filtraient obliquement quelques rayons du soleil couchant. Un de ces rayons dorés illuminait le visage d'Athos, et ses yeux semblaient rendre à leur tour ce feu tiède et calme du soir qu'il recevait. L'idée de Milady vint se présenter à l'esprit de D'Artagnan. « Et vous êtes heureux ?» dit-il à son ami. L'œil vigilant d'Athos pénétra jusqu'au fond du cœur de D'Artagnan et sembla y lire sa pensée. « Aussi heureux qu'il est permis à une créature de Dieu de l'être sur la terre. Mais achevez votre pensée, D'Artagnan, car vous ne me l'avez pas dite tout entière. »« Vous êtes terrible, Athos. »« Et l'on ne vous peut rien cacher, » dit D'Artagnan. « Eh bien, oui, je voulais vous demander si vous n'avez pas quelquefois des mouvements inattendus de terreur qui ressemblent à des remords, » continua Athos. « J'achève votre phrase, mon ami. Oui et non. Je n'ai pas de remords, parce que cette femme, je le crois, méritait la peine qu'elle a subie. Je n'ai pas de remords, parce que, si nous l'eussions laissée vivre, elle eût, sans aucun doute, continué son œuvre de destruction. Mais cela ne veut pas dire, ami, que j'ai cette conviction que nous avions le droit de faire ce que nous avons fait. Peut-être tout sang versé veut-il une expiation. Elle a accompli la sienne. Peut-être, à notre tour, nous reste-t-il à accomplir la nôtre. Je l'ai quelquefois pensé comme vous, Athos, dit D'Artagnan. Elle avait un fils, cette femme,
Oui. En avez-vous quelquefois entendu parler? Jamais. Il doit avoir 23 ans, murmura Athos. Je pense souvent à ce jeune homme, d'Artagnan. C'est étrange, et moi qui l'avais oublié. Athos sourit mélancoliquement. Et Lord de Winter, en avez-vous quelques nouvelles? Je sais qu'il était en grande faveur près du roi Charles Ier. Il aura suivi sa fortune, qui est mauvaise en ce moment. Tenez, d'Artagnan, continua Athos, cela revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lui, il a laissé couler le sang de Stratford. Le sang appelle le sang. Et la reine? Quelle reine? Madame Henriette d'Angleterre, la fille de Henri IV. Elle est au Louvre, comme vous savez. Oui, où elle manque de tout, n'est-ce pas? Pendant les grands froids de cet hiver, sa fille malade, m'a-t-on dit, était forcée, faute de bois, de rester couchée. Comprenez-vous cela? Dit Athos en haussant les épaules. La fille de Henri IV, grelottant, faute d'un fagot. Pourquoi n'est-elle pas venue demander l'hospitalité au premier venu de nous, au lieu de la demander aux Mazarins? Elle n'eût manqué de rien. La connaissez-vous donc, Athos? Non, mais ma mère l'a vue enfant. Vous ai-je jamais dit que ma mère avait été dame d'honneur de Marie de Médicis? Jamais. Vous ne dites pas de ces choses-là, vous, Athos. Ah, mon Dieu, si. Vous le voyez, reprit Athos. Mais encore faut-il que l'occasion s'en présente. Porthos ne l'attendrait pas si patiemment, dit d'Artagnan avec un sourire. Chacun sa nature, mon cher d'Artagnan. Porthos a, malgré un peu de vanité, des qualités excellentes. L'avez-vous revu? Je le quitte il y a 5 jours, dit d'Artagnan. Et alors il raconta, avec la verve de son humeur gasconne, toutes les magnificences de Porthos en son château de Pierrefonds. Et, tout en criblant son ami, il lança 2 ou 3 flèches à l'adresse de cet excellent monsieur Mouston. « J'admire, » répliqua Athos, en souriant de cette gaieté qui lui rappelait leur bonjour. « Que nous ayons autrefois formé au hasard une société d'hommes encore si bien liés les uns aux autres, malgré 20 ans de séparation. L'amitié jette des racines bien profondes dans les cœurs honnêtes. » D'Artagnan. « Croyez-moi, il n'y a que les méchants qui nient l'amitié, parce qu'ils ne la comprennent pas. Et Aramis? Je l'ai vu aussi, dit d'Artagnan, mais il m'a paru froid. Ah, vous avez vu Aramis, reprit Athos en regardant d'Artagnan avec son œil investigateur. Mais c'est un véritable pèlerinage, cher ami, que vous faites au temple de l'amitié, comme diraient les poètes. Mais oui, dit d'Artagnan, embarrassé. Aramis, vous le savez, continua Athos, est naturellement froid, puis il est toujours empêché dans des intrigues de femmes. Je lui en crois en ce moment une fort compliquée, dit d'Artagnan. Athos ne répondit pas. Il n'est pas curieux, pensa d'Artagnan. Non seulement Athos ne répondit pas, mais encore il changea la conversation. Vous le voyez, dit-il en faisant remarquer à d'Artagnan qu'ils étaient revenus près du château, en 1 heure de promenade, nous avons quasi fait le tour de mes domaines. Tout y est charmant, et surtout, tout y sent son gentilhomme, répondit d'Artagnan. En ce moment, on entendit le pas d'un cheval. C'est Raoul qui revient, dit Athos. Nous allons avoir des nouvelles de la pauvre petite. En effet, le jeune homme reparut à la grille et rentra dans la cour tout couvert de poussière, puis sauta à bas de son cheval qu'il remit aux mains d'une espèce de palefrenier. Il vint saluer le comte et d'Artagnan. « Monsieur, » dit Athos en posant la main sur l'épaule de d'Artagnan, « monsieur est le chevalier d'Artagnan, dont vous m'avez entendu parler souvent, Raoul. »« Monsieur ?» dit le jeune homme en saluant de nouveau et plus profondément. « Monsieur le comte a prononcé votre nom devant moi comme un exemple, chaque fois qu'il a eu à citer un gentilhomme intrépide et généreux. » Ce petit compliment ne laissa pas que d'émouvoir d'Artagnan, qui sentit son cœur doucement remuer. Il tendit une main à Raoul en lui disant « Mon jeune ami, tous les éloges que l'on fait de moi doivent retourner à monsieur le comte que voici, car il a fait mon éducation en toutes choses, et ce n'est pas sa faute si l'élève a si mal profité. Mais il se rattrapera sur vous, j'en suis sûr.
J'aime votre air, Raoul, et votre politesse m'a touché. » Athos fut plus ravi qu'on ne saurait le dire. Il regarda d'Artagnan avec reconnaissance, puis attacha sur Raoul un de ces sourires étranges dont les enfants sont fiers lorsqu'ils les saisissent. « À présent, se dit d'Artagnan, à qui ce jeu muet de physionomie n'avait point échappé, j'en suis certain. »« Eh bien, dit Athos, j'espère que l'accident n'a pas eu de suite. »« On ne sait encore rien, monsieur, et le médecin n'a rien pu dire à cause de l'enflure. Il craint cependant qu'il n'y ait quelque nerf endommagé. »« Et vous n'êtes pas resté plus tard près de madame de Saint-Rémy ? » ?»« J'aurais craint de n'être pas de retour pour l'heure de votre dîner, monsieur, dit Raoul, et par conséquent de vous faire attendre. » En ce moment, un petit garçon, moitié paysan, moitié laquais, vint avertir que le souper était servi. Athos conduisit son hôte dans une salle à manger fort simple, mais dont les fenêtres s'ouvraient d'un côté sur le jardin et de l'autre sur une serre où poussaient de magnifiques fleurs. D'Artagnan jeta les yeux sur le service. La vaisselle était magnifique. On voyait que c'était de la vieille argenterie de famille. Sur un dressoir était une aiguière d'argent superbe. D'Artagnan s'arrêta à la regarder. « Ah, voilà qui est divinement fait, dit-il. »« Oui, répondit Athos. C'est un chef-d'œuvre d'un grand artiste florentin nommé Benvenuto Cellini. Et la bataille qu'elle représente est celle de Marignan. C'est le moment où l'un de mes ancêtres donne son épée à François Ier, qui vient de briser la sienne. Ce fut à cette occasion qu'Enguerrand de la Fère, mon aïeul, fut fait chevalier de Saint-Michel. En outre, le roi, 15 ans plus tard, car il n'avait pas oublié qu'il avait combattu 3 heures encore avec l'épée de son ami Enguerrand, sans qu'elle se rompît, lui fit don de cette aiguière et d'une épée que vous avez peut-être vue autrefois chez moi, et qui est aussi un assez beau morceau d'orfèvrerie. C'était le temps des géants, dit Athos. Nous sommes des nains, nous autres, à côté de ces hommes-là. Asseyons-nous, d'Artagnan, et soupons. À propos, dit Athos au petit laquais qui venait de servir le potage, appelez Charlot. L'enfant sortit et, un instant après, l'homme de service auquel les 2 voyageurs s'étaient adressés en arrivant entra. Mon cher Charlot, lui dit Athos, je vous recommande particulièrement, pour tout le temps qu'il demeurera ici, Planchet, le laquais de monsieur d'Artagnan. Il aime le bon vin. Vous avez la clé des caves. Il a couché longtemps sur la dure et ne doit pas détester un bon lit. Veillez encore à cela, je vous prie. Charlot s'inclina et sortit. Charlot est aussi un brave homme, dit le comte. Voici 18 ans qu'il me sert. Vous pensez à tout, dit d'Artagnan, et je vous remercie pour Planchet, mon cher Athos. Le jeune homme ouvrit de grands yeux à ce nom et regarda si c'était bien au comte que d'Artagnan parlait. « Ce nom vous paraît bizarre, n'est-ce pas, Raoul ?» dit Athos en souriant. « C'était mon nom de guerre. Alors que monsieur d'Artagnan, 2 braves amis et moi faisions nos prouesses à La Rochelle, sous le défunt cardinal et sous monsieur de Bassompierre, qui est mort aussi depuis. Monsieur daigne me conserver ce nom d'amitié, et chaque fois que je l'entends, mon cœur est joyeux. » Ce nom-là était célèbre, dit d'Artagnan, et il eut un jour les honneurs du triomphe. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» demanda Raoul avec sa curiosité juvénile. « Je n'en sais ma foi rien, dit Athos. »« Vous avez oublié le bastion Saint-Gervais, Athos, et cette serviette dont 3 balles firent un drapeau. J'ai meilleure mémoire que vous, je m'en souviens. Et je vais vous raconter cela, jeune homme. » Et il raconta à Raoul toute l'histoire du bastion, comme Athos lui avait raconté celle de son aïeul. À ce récit, le jeune homme crut voir se dérouler un de ces faits d'armes racontés par le Tasse ou l'Arioste, et qui appartiennent au temps prestigieux de la chevalerie. « Mais ce que ne vous dit pas d'Artagnan, Raoul, reprit à son tour Athos, c'est qu'il était une des meilleures lames de son temps, jarret de fer, poignée d'acier, coup d'œil sûr et regard brûlant, voilà ce qu'il offrait à son adversaire. Il avait 18 ans, 3 ans de plus que vous, Raoul, lorsque je le vis à l'œuvre pour la première fois et contre des hommes éprouvés.
Et M. d'Artagnan fut vainqueur dit le jeune homme, dont les yeux brillaient pendant cette conversation et semblait implorer des détails. J'en tuai un, je crois, dit d'Artagnan, interrogeant Athos du regard. Quant à l'autre, je le désarmai, ou je le blessai. Je ne me le rappelle plus. Oui, vous le blessâtes. Oh, vous étiez un rude athlète. Eh, je n'ai pas encore trop perdu, reprit d'Artagnan avec son petit rire gascon plein de contentement de lui-même. Et dernièrement encore, un regard d'Athos lui ferma la bouche. Je veux que vous sachiez, Raoul, reprit Athos, vous qui vous croyez une fine épée et dont la vanité pourrait souffrir un jour quelque cruelle déception, je veux que vous sachiez combien est dangereux l'homme qui unit le sang-froid à l'agilité, car jamais je ne pourrais vous en offrir un plus frappant exemple. Priez demain monsieur d'Artagnan, s'il n'est pas trop fatigué, de vouloir bien vous donner une leçon. Peste, mon cher Athos, vous êtes cependant un bon maître, surtout sous le rapport des qualités que vous vantez en moi. Tenez, aujourd'hui encore, Planchet me parlait de ce fameux duel de l'enclos des Carmes, avec Lord de Winter et ses compagnons. Ah, jeune homme, continua d'Artagnan, il doit y avoir quelque part une épée que j'ai souvent appelée la première du royaume. Oh, j'aurais gâté ma main avec cet enfant, dit Athos. Il y a des mains qui ne se gâtent jamais, mon cher Athos, dit d'Artagnan, mais qui gâtent beaucoup les autres. Le jeune homme eût voulu prolonger cette conversation toute la nuit, mais Athos lui fit observer que leur hôte devait être fatigué et avait besoin de repos. D'Artagnan s'en défendit par politesse, mais Athos insista pour que d'Artagnan prît possession de sa chambre. Raoul y conduisit l'hôte du logis, et, comme Athos pensa qu'il resterait le plus tard possible près de d'Artagnan pour lui faire dire toutes les vaillantises de leur jeune temps, il vint le chercher lui-même un instant après, et ferma cette bonne soirée par une poignée de main bien amicale et un souhait de bonne nuit aux mousquetaires.